Les prix du carburant, bien sûr, ça chauffe. Et ça chauffe pour qui? Pour le président de la République, on va en parler. Et on va aussi parler du 8e groupe de l'Assemblée nationale, qui a été cofondé notamment par Philippe Vigier, et qui est député d'Eure-et-Loir, et qui est président du groupe Liberté et Territoire. Tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une journée de mobilisation qui a été lancée par des Français, via Internet, via les réseaux sociaux, le 17 novembre. Est-ce que vous appelez à participer à cette manifestation? Le gouvernement doit comprendre qu'on ne peut pas continuer à augmenter les carburants. Là, vous n'êtes pas en train de répondre à ma question. Je vous réponds oui, j'appelle à cette mobilisation. Ah, vous appelez? Oui, pour une raison simple. Parce que là, on est à la limite de rupture. C'est pas très civique, ça, pour un élu de la République. Non, mais c'est pas très civique. Il faut simplement qu'à un moment ou à un autre, le gouvernement puisse entendre le message qu'on lui fait passer. Oui à la transition écologique. Oui, nous sommes tous d'accord. Vous savez, moi, j'ai succédé. Oui, mais j'ai succédé à Jean-Louis Borloo dans ce groupe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais la deuxième chose, oui, parce que on voit bien que ça devient insupportable. Mais alors là, vous vous associez donc au Rassemblement national. Non, mais c'est pas le problème des associations. Non, c'est s'associer aux Français qui sont en colère et qui n'en peuvent plus. Je les entends dans votre circonscription. J'étais encore avec eux tout le week-end. Vous savez, ces gens-là, ils sont pris en otage quand vous avez 50-60 km pour aller trouver un train le matin pour aller travailler. Le gouvernement avait dit quelque chose de très important. Il faut que le travail paye mieux. Eh bien, le travail paye moins parce que, malheureusement, le coût du carburant atteint des sommets qui sont insupportables. On va parler sur le fond après, mais déjà, dans l'immédiat, là, comment le gouvernement peut sortir de ce bourbier? C'est un vrai bourbier, vous avez raison. Eh bien, sortir de ce bourbier, ça veut dire arrêter d'augmenter les taxes. Il faut rappeler les choses très simplement. C'est-à-dire qu'on supprime la taxe carbone, on la suspend? Non, on suspend l'augmentation. On fait un stop en disant, là, on est au maximum de taxation, on n'arrête pas une couche, si je peux m'exprimer ainsi. Pour le 1er janvier, alors? Pour le 1er janvier. C'est-à-dire que l'augmentation de 6% du diesel, de 6 centimes du diesel et de 3 centimes de l'essence, on stabilise les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas assurer la fin du diesel, mais à ce moment-là, si le gouvernement était vertueux, tout l'argent qu'il récupère des taxes... Non, mais ça, on va en parler. Oui, mais ça veut dire qu'on arrête d'augmenter. On arrête d'augmenter. Est-ce qu'il faut faire un chèque, comme le disent certains élus? Je ne suis pas favorable. C'est très compliqué de mettre en place un chèque. Taxer les sociétés d'autoroutes? Non, on n'aurait déjà pas dû les privatiser, ce que j'avais défendu à l'époque il y a une dizaine d'années. Mais non, le sujet, c'est pas de faire le chèque, c'est d'arrêter cette augmentation sur laquelle l'Assemblée a voté hier soir. Donc il faut que le gouvernement se reprenne en main et dise stop. On peut dans la vie politique se tromper. Rappelez-vous Juppé 95. Au bout d'un moment, il a compris que la rue allait le déborder. Donc je dis stop. La rue, elle n'est pas encore dehors, hein, si je puis dire. Non, mais la rue, elle n'en peut plus. La rue, vous savez, ce sont les retraités, les travailleurs, et qui n'en peuvent plus. Vous en mourrez d'envie, on va parler du long terme. Comment on réussit cette transition écologique sans changer les comportements? Mais j'en veux pour une raison simple, c'est que la transition écologique, elle s'impose à tous, je disais. Oui, Et ça veut dire qu'à partir de là, bien sûr qu'il faut qu'il n'y ait plus de véhicules diesel. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, ceux qui ont des véhicules diesel, qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui sont obligés de prendre leur voiture à l'heure actuelle, qui sont en milieu rural, qui n'ont pas de transport en commun au pied de chez eux, il faut donc qu'ils aient la capacité financière d'acheter un véhicule électrique. Eh bien, on gagne le SMIC. Il va falloir. Comment on fait? C'est pas fait. Nous disons, nous l'avons dit la semaine dernière dans une question au gouvernement, nous le redirons cet après-midi, que l'argent collecté des taxes soit intégralement, je dis bien, transféré. C'est quoi? C'est quelques 30 milliards d'euros? Oui, non, il y a 8 milliards d'augmentation. Il y a eu 8 milliards d'augmentation. Ces 8 milliards, vous savez quel est le fléchage? Oui, mais ça, c'est l'augmentation, ça. Oui, mais vous savez quel est le fléchage qui a été fait sur l'écologie? Il n'y en a que 2 milliards qui vont vers la transition écologique. Donc, quand il y a 1 euro collecté, il n'y a même pas 25 centimes d'euros qui va pour la transition écologique. C'est pas normal, ça, si? Non, c'est pas normal. Donc, nous disons au gouvernement, arrêtez de prendre l'argent dans les poches des Français, faites une vraie transition écologique assumée, c'est-à-dire la manne que vous récupérez. Pour aider les Français à changer de comportement. Et changer vos véhicules, et à partir de là, on réglera les choses. Par contre, on ne va pas mettre des transports en commun. C'est la faute à qui, tout ça? C'est la faute au gouvernement qui n'a pas su faire la pédagogie. Ça vient de loin, mais je rappelle quand même que les gouvernements successifs, y compris sous François Hollande... La taxe carbone, elle date de Madame Royal. Hein. Absolument, mais tous les gouvernements successifs ont encouragé le diesel, les consommateurs, ont encouragé, comme vous le savez, les constructeurs à une époque. Ça fait quand même pas mal de temps que le diesel est dans l'œil du cyclone. Oui, enfin, depuis 2015, c'est là où il y a une véritable augmentation. 2015, c'est pas si vieux que ça. Là, c'est un vrai racket que l'on dit. Donc, il faut que je dise stop, parce que ça n'est plus possible. Ah, vous parlez de racket? Oui. Vous parlez comme, je sais pas, Gérard Nicou dans les années 60. C'est pas un problème. D'abord, chacun peut prononcer... Monsieur Poujade. Chacun peut prononcer les mots qu'il souhaite. Moi, vous savez, j'ai reçu une lettre tout à fait émouvante à ma permanence vendredi. Un monsieur qui est ouvrier spécialisé, qui prend sa voiture pour 50 km le matin pour aller prendre un train et revenir. Et son épouse, elle travaille comme aide-soignante. Donc, elle ne bénéficie pas des baisses des charges. Lui, il paye
paye plein pot parce que, comme il a sa voiture à prendre tous les matins, c'est 262 € en plus que ça lui coûte. Vous voyez, même la taxe d'habitation, parce qu'ils sont concernés, ne leur donne pas plus de pouvoir d'achat. Or, le gouvernement avait dit qu'il fallait que le travail paye plus, or il ne paye pas plus. Et la transition écologique, elle n'est pas assumée. Il y avait, je rappelle, il y avait cette écotaxe. Il faut la continuer, mais là, il faut faire un stop. Revoir ce problème de l'écotaxe. Regardez la grande région Alsace qui est en train de se constituer. D'un côté, vous avez une autoroute allemande. C'est pas l'écotaxe, c'est la taxe carbone. C'est une taxe carbone. Enfin, vous avez une autoroute allemande où les camions, comme vous le savez, payent une taxe. Et quand ils vont passer en France, ils ne paieront pas la taxe parce qu'on a après un problème d'argent dans nos départements pour les infrastructures. Donc, soyons réfléchis, raisonnés et un plan à long terme. Vous êtes optimiste ? On va en sortir de ce conflit. Il faut sortir de ce conflit. Le gouvernement doit entendre. D'ailleurs, je vois que le président de la République, dès ce matin, commence à réfléchir. Oui. Il faut qu'il sorte de cette ornière, sinon il va s'enliser. Alors justement, on va parler de lui. Déçu ? Oui, il avait un capital sympathique. Parce qu'il a une popularité qui chute. J'ai dit ça d'autant plus librement que je ne suis pas un macroniste. J'ai voté pour lui au deuxième tour. Je souhaite que la France réussisse. Je souhaite qu'il réussisse. Là, malheureusement... Comment vous expliquez la rupture ? L'isolement du pouvoir. L'isolement du pouvoir. Là, il est sur le terrain pendant une semaine pour les cérémonies commémoratives. C'est normal, ça, non ? C'est normal, c'est très bien. Mais il faut qu'il sorte, qu'il aille voir plus au contact des Français, mais pas que dans des visites préparées où tout est vu avant, vous savez comment ça se passe. On regarde si tout est bien ripolliné, si la question sera bien posée. Non, il faut du brut. Il faut qu'il ait cette confrontation directe pour comprendre les vraies difficultés. Si j'ai employé des mots forts tout à l'heure, c'est que ces mots, je les ai entendus dans la bouche des retraités ou des travailleurs que j'ai rencontrés ce week-end. Il est coupé de la réalité des territoires. Il s'est coupé de la réalité. D'abord, la fonction isole, tout le monde l'a dit, Nicolas Sarkozy dans l'entretien dans Le Point l'expliquait, François Hollande le disait, tous les présidents de la République expliquent que c'est la fonction qui n'est pas nationale. Vous souhaitez quand même son succès ? Bien sûr, c'est la France. Est-ce que vous croyez que pendant 3 ans et demi, on peut dire que la France aille encore plus mal ? Mais non, la France a un rôle à jouer en France, en Europe, dans le monde, dans ce monde si fragilisé, où le terrorisme n'est pas loin, où on voit la montée des intégrismes de toute nature, avec cette Europe qui m'inquiète, moi qui suis un Européen depuis longtemps, cette Europe où la montée des nationalismes, les gens n'ont pas compris que l'Europe devait être un bouclier, mieux les protéger, qu'elle change cette Europe. Alors justement, vous êtes à la tête d'un groupe, je disais, Liberté et Territoire, qui vient de se créer, il n'y a pas très longtemps. Et vous dites que c'est une voie nouvelle, originale, libre, et d'autres critiques. Christian Jacob, par exemple, qui dit « Mais qu'est-ce qu'il vient de faire là ? Il désorganise complètement le travail de l'Assemblée. » Il est étonnant, votre groupe, parce que il y a vous venez de l'UDI, il y a M. de Courson qui vient de l'UDI aussi, puis vous avez des Corses, enfin des élus corses, qui eux, sont sur un autre registre que vous, peut-être. Évidemment, j'entends bien. Et puis vous avez aussi des écologistes, comme M. Lambert, qui vient de La République En Marche. Quelle est l'unité ? Quel est le mot d'ordre chez vous ? Ce groupe, il ne s'est pas constitué en une seconde. Ouais. Depuis 18 mois à l'Assemblée, on a eu l'occasion de beaucoup parler, notamment sur un sujet majeur, c'est la réforme constitutionnelle. Vous savez, qui a été oubliée, qui a été arrêtée du fait même de la terminale, et qui va revenir. Demain, quel rôle pour l'équilibre des pouvoirs ? Face à un exécutif où le président est de plus en plus isolé, il faut un Parlement fort. Or, le Parlement s'affaiblit. C'est mon 3e mandat. Non, mais ça n'explique pas pourquoi vous êtes tous... parce que sur la réforme constitutionnelle, moins de pouvoir pour le Parlement, moins de contrôle parlementaire, moins de députés, moins de sénateurs. On voit bien qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? C'est la concentration des pouvoirs dans toutes les mêmes mains. C'est celle de la haute administration. Cette verticalité du pouvoir, ce centralisme absolu des technocrates. Et vous votez tous dans le même sens ? Eh bien, chaque fois. Comme vous êtes extrêmement avisé, vous avez regardé ce que nous avons fait sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'immense majorité du groupe a voté contre. Sur le budget, l'immense majorité du groupe s'est abstenue. Donc vous voyez beaucoup plus de cohérence qu'on peut voir dans d'autres groupes, ou dans mon ancien groupe UDI, où il y a des votes pour, des votes contre et des abstentions. Mais ce groupe, Liberté et Territoire, il y a le mot territoire. Vous savez, il y a plus d'une année et demie, j'ai écrit une proposition de loi qui proposait la création d'une agence de cohésion des territoires. Il n'y aura pas de croissance. La défendre ici. Absolument. Il n'y aura pas de croissance sans territoire fort, sans des territoires. Mais ça fait des confiance. Années, ça, mais pardonnez-moi, vous avez vu que le gouvernement, depuis 1 an et demi, il avait oublié. Il avait oublié les collectivités, il a oublié les territoires. Il vient de nommer Jacqueline Gouraud, qui a une belle expertise des territoires, et j'espère qu'elle aura les moyens de sa politique. En tout cas, je sais qu'elle en a l'envie. Il faut recoudre tout ça, leur faire confiance à nouveau. Il y a le feu, là ? Oui, il y a le feu. Il y a le feu parce que les investissements, ils se font où ? Dans les territoires. La responsabilisation des acteurs, des élus locaux, c'est dans les territoires que ça se passe. Les désastres économiques. Moi, je suis dans une circonscription qui a été ravagée en termes de services publics. On nous a fermé une maternité. On nous ferme une base aérienne. Il faut réformer la France, il faut la moderniser. Mais réformer, mais donnons-nous les moyens que l'État central donne au territoire, le moyen d'être actif, d'agir. Et puis liberté, c'est un beau mot, le mot liberté, les libertés individuelles, les libertés collectives. Elles ne sont pas menacées.
l'aliénation par rapport à la dette. Vous savez qu'avec Charles de Courson et d'autres, nous portons un discours de responsabilité. Et donc, cette liberté et ces territoires, c'est ce qui nous réunit. On a des cheminements différents, vous l'avez dit, mais enfin, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, vous m'accorderez qu'il y a eu un chamboulement politique total. Les Républicains sont passés chez Macron, il y a des socialistes, des communistes, enfin, il y a tout le monde. Donc maintenant, non, ce sont des hommes et des femmes d'expérience qui veulent être utiles à leur pays. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a un scrutin qui arrive, là. Bon, vous êtes député de la République, mais il y a un scrutin qui est un scrutin sur les européennes. Quel va être le mot d'ordre de votre groupe? Comment vous allez voter? Qui vous allez soutenir? Demandez le programme, on va voir quel est le projet qui va être présenté devant nous. Et à partir du projet, moi je dirais ce que je fais très simplement. Ouais. Est-ce que oui ou non, on est capable demain d'avoir une Europe qui nous protège mieux? Est-ce que le problème de l'immigration qu'on doit lier au co-développement? Regardez, un mot sur le co-développement. Tout le monde a oublié le programme de Borloo pour l'Afrique, l'électricité. Non, Madame Royal en parle beaucoup. Oui, mais c'est un truc extraordinaire. Pourquoi? Parce que ces migrants, ils viennent parce qu'il y a des conditions économiques de vie en France ou en Europe qui sont tellement meilleures que chez eux. Bien sûr. Donc c'est à nous à créer les moyens. Ils se développent chez eux. Les Chinois l'ont compris. Ils sont en train d'envahir. Vous allez voter pour qui? Vous êtes plutôt dans le camp, si on reprend le schéma du président de la République, des progressistes ou des nationalistes? Mais ça, je n'aime pas ce schéma-là. Moi, je suis un Européen convaincu. Il a tort oui, je pense qu'on oppose les uns et les autres, et c'est pas en opposant qu'on arrive à ressouder. Au contraire, le président, c'est le président de tous, il devrait rassembler. Ouais. Et là, il ne rassemble pas. Il clive. Contre-productif. Et c'est contre-productif et il clive. Le parfum des années 30, vous ne le sentez pas? Non, les Roland Non, d'abord, non, je ne sens pas le parfum des années 30. Ce que je sais, c'est que cette Europe va mal, parce que d'abord, il n'y a pas de leader européen. Il n'y a plus d'idéal européen. Et puis, on a abandonné parce que le fonctionnement de l'Europe a stérilisé l'Europe. Si vous prenez la directive travailleurs détachés, quand on sait qu'un seul pays peut s'opposer à un moment ou à un autre sur telle ou telle décision, c'est pour ça que l'Europe, elle est par moment comme un escargot. Quand est-ce que vous prendrez votre décision alors, on la prendra pour l'Europe au tout début du printemps. Ça sera une décision collective au sein de votre groupe parlementaire ou alors chacun fera ce qu'il veut? J'ai dit un groupe Liberté et Territoire, chacun pourra, j'imagine, soutenir ce qu'il souhaite, mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est qu'on va se retrouver sur un corpus, nous sommes tous européens dans ce groupe. On a tous une vraie vision de l'Europe. Vous êtes tous pro-européens? Tous pro-européens. C'est votre dénominateur commun, notamment? C'est un des dénominateurs communs, l'humanisme, la transition écologique. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, une liberté, c'est un mot magnifique, d'entreprendre, la liberté de penser, parce que ces questions sur la bioéthique qui arrivent. Donc, vous voyez, tous ces sujets-là nécessitent un creuset. D'ailleurs, vous voyez, je qu'on va... Vous êtes pour la PMA, vous? À titre personnel? Oui. Je pense qu'il va falloir évoluer un jour. D'accord. Donc, vous êtes plutôt pour? J'ai toujours été assez réservé jusqu'à présent, mais je veux d'abord que toutes les femmes... dans les couples hétérosexuels puissent bénéficier de la PMA, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et puis, je vais vous dire une chose, vous m'amenez sur cette question. Il va falloir qu'on revoie le problème de l'adoption. Parce que l'adoption simple en France existe, il faut aussi une adoption double. Pourquoi il y a si peu d'enfants qui sont adoptés chaque année? Quand est-ce qu'on va faire évoluer ces textes-là? Vous voyez, donc ça ne peut pas se traiter d'un trait de plume. D'accord. On est avec Philippe Vigier, on continue avec Philippe Vigier, avec vos questions, chers internautes, et Jérémy Pontieux qui est venu nous rejoindre dans le studio. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Viguier. Alors première question de Christian sur le Figaro.fr qui se demande ce que vous pensez du chèque énergie proposé par Macron. Je pense qu'il fait référence au chèque carburant, qui me semble une usine à gaz encore, non? Une usine à gaz, et puis c'est pour les portes et les fenêtres. Vous êtes vraiment pour l'arrêt de la taxe carbone? Je suis pour l'arrêt de la taxe carbone. C'est une suspension de l'augmentation. On arrête les frais. Voilà. Pareil pour le fioul? Pareil pour le fioul, naturellement, parce qu'il faut chauffer et rouler. Ce sont les deux pieds. Alors, question de l'Olivier, toujours dans le même sujet. Pourquoi vouloir disparaître le diesel alors que cela pollue moins que l'essence? Pollue moins que l'essence, oui. Mais on sait très bien que là-dessus, je ne suis pas d'accord. Métier, c'est biologiste. Donc, le problème de la santé et de la prévention, d'ailleurs, on pourrait dire un mot. Le diesel est plus toxique que l'essence. Donc, voilà, tout simplement. Donc, il faut remettre les choses en perspective. Il faut sortir du diesel. Mais on ne peut pas sortir comme ça brutalement du jour au lendemain parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Les constructeurs automobiles jouent le jeu? Il faut qu'ils le jouent. Et on a des moyens pour ça. D'accord. Quels moyens? Mais un exemple, crédit impôt recherche. Il est versé aux constructeurs automobiles. On peut leur dire, s'ils allez-y. S'ils ne jouent pas le jeu, voilà. D'accord. En matière de motorisation, vous savez très bien qu'il y a des projets qui existent qui n'ont jamais vu le jour. D'accord. À Monceau-les-Mines, un maire a établi un couvre-feu pour les mineurs contre des incendies successifs dans sa ville. François se demande ce que vous en pensez. Vous pensez que c'est une mesure qui va, à un moment donné, donner des résultats? Ça peut être sur un coup de tête qu'il a fait ça. En tout cas, le problème des mineurs délinquants, c'est un vrai sujet. Il ne faut rien lâcher. Moi, je fais partie de ceux qui ne lâchent rien. Dès qu'il y a Vous êtes pour la présence de policiers dans les établissements scolaires, par exemple? Pas partout. Dans les endroits où il est plus dangereux, oui. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut protéger les enseignants et protéger les autres enfants. Lesquels policiers doivent être armés ou pas armés? En tout cas, il faut qu'ils aient les moyens de se défendre. D'accord.
Akia se demandait ce que vous pensez du dossier médical partagé voulu par Agnès Buzyn. Est-ce que c'est une bonne mesure selon vous? Vous savez que j'ai fait une très belle commission d'enquête parlementaire. J'ai proposé dossier médical partagé qui soit en ligne le plus rapidement possible. Ça sera un gage d'efficacité, de moins de dépenses et évitera beaucoup de conséquences. C'est un vieux serpent de mer, hein, depuis Philippe 15 ans. Philippe Douste-Blazy. Hein, Philippe Douste-Blazy, même Jacques Barrot a voulu le pousser à une époque. Mais on y arrive là, ça va se faire. Enfin, mais qu'il soit numérisé et accessible à tous les professionnels de santé. D'accord. Tous. Betty a une proposition à faire. Il nous dit « Nous avons besoin d'une souveraineté monétaire pour stimuler notre économie ». Est-ce que vous pensez, vous, que c'est une chose à faire? Moi, je suis un défenseur de l'euro, quoi qu'il arrive. Je suis un défenseur absolu de l'euro. D'ailleurs, M. Mélenchon et Mme Le Pen ne veulent plus sortir de l'euro parce qu'ils ont compris. Et vous voyez, les Anglais, ils revoteraient aujourd'hui, ils ne sortiraient pas du Brexit. Au micro d'Europe 1, Emmanuel Macron a dit regretter que l'Europe soit devenue trop ultralibérale, qu'elle ne permette plus aux classes moyennes de bien vivre. Jérôme se demande si vous le pensez sincère. Qui prennent le leadership, et puis on sait très bien que c'est très difficile, je viens de le dire à l'instant. L'Europe s'occupe tellement de trop de choses, il faut qu'elle se ressente sur un certain nombre de fonctions importantes. Le régalien, la croissance, donc il y a l'innovation, la transition écologique. Si on prenait ces trois thèmes à bras-le-corps, ça irait nettement mieux. Vous voyez, quand les Belges achètent des avions américains, ça me fait de la peine. Ouais. Vous avez relayé sur Twitter une agression homophobe qui a eu lieu à Rouen. Il y a une marche qui a été organisée en conséquence. Assad se demande si vous pensez que ces marches, lui, ne suffiront pas et ce que vous proposez pour contrer cette situation. Il faut sensibiliser encore. Toutes ces agressions sont insupportables. Est-ce que notre arsenal législatif est suffisant? Peut-être pas. S'il faut le compléter, faisons-le. En tout cas, moi, je n'accepte pas qu'on agresse les gens pour leur sexualité. Voilà, simplement. D'accord. Inacceptable. Dernière question. Oui, tout à fait. Il y a, un gendarme a mis fin à ses jours hier à Matignon. C'était aussi un autre sujet dont a parlé nos internautes. Et Charlie Bravo remet sur le plan le malaise des forces de l'ordre et leur ras-le-bol. Que faire pour y remédier, se demande-t-il? Même si on ne sait pas si ce suicide a un lien, il faut faire très attention. En tout cas, les forces de l'ordre, ils ont un travail tellement difficile à faire. Chaque fois qu'ils sont caillassés, chaque fois qu'ils sont attaqués, agressés, moi je réagis immédiatement. On a besoin de les protéger. Ils représentent la République. Ils représentent l'ordre et l'autorité. Tous ceux qui portent atteinte à leur autorité doivent être sévèrement punis. Et là, il ne faut rien lâcher. Et le gouvernement est à la hauteur, la réponse gouvernementale, Mme Belloubet là-dessus? Pas faire de polémique sur ces questions-là, ça n'a pas de sens. En tout cas, il faut y aller. Il faut y aller. Philippe Vigier était parmi nous ce matin, président du groupe Liberté et Territoire, qui était avec nous ce matin, qui est député d'Eure-et-Loir. Ça rime d'ailleurs. Merci Philippe Vigier. Merci. Merci beaucoup. Merci Jérémy Pontieux d'avoir de vous être fait l'écho des questions des internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures.